Ok, donc bonjour Laurie. Salut. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu, dire qui tu es et ce que tu fais? Ouais, ok. Euh, alors, moi, je suis Laurie. Donc, à la base, je suis graphiste web designer de formation. Aujourd'hui, en fait, je me suis aussi formée en autodidacte en photo et en vidéo. Et je travaille beaucoup, du coup, avec les offices du tourisme parce que j'ai aussi un blog voyage. Donc, du coup, j'accompagne pas mal là-dedans pour créer des offres, en fait, qui relient photos, vidéos et rédaction de blog voyage. Et du coup, à côté, je fais aussi de la création de sites web. Puis après, maintenant aussi, j'ai beaucoup de choses. Je commence à faire des accompagnements aussi en design humain. En fait, c'est un outil de développement personnel et avec lequel, en fait, je permets aux personnes de redécouvrir, on va dire, de se reconnecter à leur moi, en fait, retrouver un petit peu qui ils sont, comprendre leurs mécanismes conscients et inconscients. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui me permet de faire le lien avec mon travail parce qu'en fait, je vais accompagner peut-être des gens qui ont des projets et avec qui je peux du coup d'abord faire une lecture de charte et les aider en fait grâce à cet outil pour se reconnecter et prendre les bonnes décisions. Et après, du coup, créer ensemble une communication visuelle qui est plus juste pour eux, quoi. D'accord, super. Euh, donc ouais, tu disais tu fais pas mal de choses, en fait, tu as plein de projets. Est-ce que Ouais, tu veux nous parler un peu plus de ton parcours, les étapes en fait, comment t'es arrivé ouais, là? ok. Donc, comment je suis arrivée là? Donc, comme je disais au début, je suis graphiste web designer. Donc, en fait, à la base, donc, bon, j'ai fait un bac S classique. Après, je suis allée dans une école de communication, d'art et de communication visuelle. Dans cette école, du coup, en fait, j'ai appris, en fait, à la base de cette école, c'est les manins, en fait, c'est les mises à niveau en art appliqué. Donc, en fait, on touche vraiment à tout à ce moment-là. On fait de la peinture, etc. Le but, c'est vraiment de découvrir comment est-ce qu'on conçoit une image globalement, comment est-ce qu'on choisit les bonnes couleurs, les bons contrastes, les choses comme ça. Et après, du coup, tout au long de mon parcours, je me suis spécialisée plutôt dans le web et dans tout ce qui est digital. Donc, du coup, c'est vrai que au cours de ma formation, j'ai pu vraiment apprendre la création de sites web, la création d'identité visuelle, de flyers, tout ça aussi quand même quelque part, il y a quand même toujours eu un petit peu du print aussi. Et aussi, on avait aussi une formation de photo et vidéo quand même pour avoir des bases aussi dans ces domaines-là. Et du coup, ça m'a pris 5 ans d'études, donc à la fin, du coup, j'ai eu un diplôme de concepteur designer graphique. Et là, je suis partie en alternance pour faire un master spécialisé dans le web. Et j'ai rejoint une agence de communication digitale dans laquelle, en fait, j'étais la seule graphiste. Et du coup, en fait, je suis restée 1 an en alternance là-bas. Donc voilà, je faisais de la création de sites web, je m'occupais de tout ce qui est création visuelle pour tous les comptes clients d'agence. Et après, je suis restée 2 ans ou 3 ans, presque de plus, en CDI là-bas pour travailler. Euh, et en fait, petit à petit, bon voilà, ça m'a permis de faire une première expérience, on va dire, dans le monde professionnel. Mais la grosse problématique, c'est que dans ce format-là, en fait, même si j'étais la seule graphiste, par manque de temps et de rentabilité, etc., je n'avais jamais accès aux clients, en fait, pour ne serait-ce qu'avoir une conversation avec eux, savoir dans quelle direction partir, pour étudier, on va dire, leur univers, en fait, pour vraiment comprendre leurs besoins avant de le mettre en image, quoi. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué dans ma démarche de pouvoir vraiment rentrer en contact avec le client. Et en fait, en plus, à ce moment-là, il y a eu une accumulation de petites choses après personnelles, des petits soucis de santé, etc. Parce que c'est vrai que, on va dire, dans mon agence, ça se passait bien, mais il y avait quand même énormément de burn-out, moi, au contraire, de bore-out, parce qu'au début, j'étais dans l'ennui total, on n'avait rien à me donner à faire. Donc, c'était aussi une situation complètement bizarre qui m'ont mené à la volonté, du coup, de vouloir faire un break, de vouloir partir parce que je me retrouvais plus. Je me disais, voilà, si je suis qu'au début de ma carrière professionnelle, on va dire, et ça allait pas, quoi. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas ça la vie. C'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. J'ai pas envie d'être en mode, voilà, au bout de 3 ans, d'être déjà en mode chaos technique, de pas savoir euh, comment travailler, enfin, etc. Ça me plaisait pas. Et du coup, je suis partie en voyage. Je suis partie en voyage en tour du monde pendant 1 an en me disant que c'était le bon moment parce qu'en fait, c'était
une période où du coup je voulais arrêter, je voulais sortir de cette agence où j'étais, mais j'avais pas pour autant envie d'aller dans une nouvelle agence et de chercher voilà, un nouveau poste fixe. Et mon copain, donc à l'époque, était un peu dans la même situation que moi aussi. Il avait besoin un petit peu d'un renouveau et d'une prise de recul. Donc du coup, on est parti pendant un an pour voyager et pour créer en fait notre blog voyage. Parce que du coup, mon copain, en fait, il est aussi web développeur. Donc moi, je suis graphiste. Donc du coup, on se complétait bien au niveau des compétences. Et en fait, on s'est dit, bah voilà, pendant cette année-là, ok, on va partir voyager. Mais le but aussi, c'était de se dire, bah, déjà pendant le voyage, on va préparer l'après et on va commencer un petit peu à poser des bases de freelance, en fait, de pouvoir être un petit peu travailler en freelance dans les domaines qui nous plairont, en fait. Donc du coup, pendant cette année-là, donc oui, on a voyagé, mais en fait, pendant le voyage, ben voilà, on a monté notre blog pour déjà commencer à faire de la rédaction web. On a monté notre blog aussi pour partager tout notre travail photo et vidéo. On a commencé aussi du coup la gestion de réseaux sociaux, tout ça pour aller continuer un petit peu de creuser toutes ces pistes en fait qui nous permettent, qui nous servaient de support d'expression en fait vraiment pour dire ben voilà pendant un an on crée comme on veut sur les sujets qui nous plaisent et ça nous a permis un peu sur le long terme de nous créer un petit peu portfolio en fait. Et pendant le voyage aussi du coup on a commencé à faire des collaborations. On a commencé, en fait, selon les pays où on allait, on contactait des associations, on contactait des agences touristiques, des prestataires touristiques pour leur proposer de travailler avec nous. Donc d'abord, vu que là, c'était dans le cadre du voyage plutôt sous forme d'échange, donc on a fait des petits partenariats où voilà, parfois on nous faisait un pourcentage de réduction sur une visite et nous, en échange, du coup, on créait du contenu, après on envoyait les photos, on rédigeait un article, on parlait de là où on était allé, etc. Et du coup, en janvier, après 2019, on était de retour. Du coup, ça, c'était toute l'année 2018. On est rentré en décembre 2018. Et en janvier 2019, là, ça a été le grand moment pour se lancer en France. Et pour dire, ça y est, maintenant, il va falloir mettre en pratique tout ça en France. Et donc voilà, on a commencé un petit peu à mettre en place tout ça. Et c'est vrai que ça a été une année là qui vient de s'écouler en 2019 assez intense parce qu'il a fallu, je pense, arriver déjà à atterrir de tout ce qu'on venait de voir qui était incroyable, trouver un appartement, gagner de l'argent, se faire connaître, commencer vraiment à avoir un vrai rythme de freelance et que c'était quand même nouveau pour nous. Donc ça a été une année assez riche en positionnement pour retrouver nos repères. Et à la recherche en fait de ces repères-là, c'est comme ça que du coup j'ai atterri dans un club privé pour entrepreneurs dans lequel j'ai découvert le design humain en fait. Et du coup, ça m'a permis, là, à partir de maintenant, de ces derniers mois, de rentrer dans un processus encore plus complet parce que du coup, ça me permet enfin de travailler comme je veux et d'avoir mon outil de connexion à l'univers de mon client. Puis maintenant, après, toujours la partie créative où je peux faire à côté de la création de sites web, de photos, de vidéos, tout ça. Voilà. D'accord. Et donc ouais, tu disais qu'il y avait des éléments déclencheurs en fait qui t'avaient fait quitter ton emploi à l'époque, mais au final, même sans ces éléments déclencheurs, c'est pas quelque chose qui te convenait, si je comprends bien, puisque t'as pas envie d'y retourner même autrement en fait. T'es bien en tant qu'entrepreneur. Ouais. Mm. Oui, c'est vrai que en fait, quand je faisais mes études, c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de graphistes qui se lancent en freelance assez rapidement. Et moi, j'avoue que c'est un truc qui au départ m'a jamais vraiment attiré. Je me disais non, freelance, tu te retrouves à devoir gérer tout plein de choses que tu veux pas gérer, la paperasse, les clients et machin. Enfin, et donc au début, ouais, je pense que voilà, clairement, je freinais les cas de fer. Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait comme format. Donc voilà, c'est là où l'agence quand même m'a apporté mes premières expériences, donc ça c'était bien. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte que, en tout cas, moi je suis basée sur Marseille. Et après, peut-être que c'est une fausse impression de ma part, mais le milieu de la com visuelle et digitale sur Marseille, il est assez quand même, enfin, pas bouché, mais disons que voilà, il y a des bonnes agences implantées. Il y a une certaine manière, il y a un petit réseau de je connais un tel, etc. Et c'est un petit peu, je pense, difficile de se faire une place parce que, enfin, ça reste quand même une grande ville, donc je pense qu'il y a énormément de potentiel. Mais c'est vrai que au final, l'ambiance dans les agences, je pense, enfin,
va être plus ou moins, on va avoir plus ou moins les mêmes enjeux. C'est-à-dire que même là où j'étais, par exemple, je m'entendais super bien avec l'équipe, tu vois, c'était vraiment super sympa, voilà, il y avait une bonne ambiance. Mais c'est vrai que bah, voilà, à un moment donné, l'équipe avec laquelle tu travailles ne fait pas tout non plus et que les gens avec qui je travaillais bah, aussi partaient, changeaient d'agence, etc. Donc en fait, bon, je pouvais pas juste dire bah, c'est pas grave, même si bon, dans mon boulot, c'est pas parfait, etc. Dans mon équipe, ça va, donc je reste. Mm. Enfin, bah non, les gens bougeaient. Et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, ce turnover quelque part, bon voilà, on est humain et le côté sentimental, c'est dire, bah, en fait, à chaque fois, on se rend compte que c'est pas vraiment solide et que les gens avec qui on crée des liens bah, finissent par partir et que bah, bon, ce qui est normal, ce qui arrive sûrement dans toutes les agences, mais ouais, je sais pas, c'est là où je me suis dit en fait, il y aura jamais tant que moi, en tout cas, je peux pas me rattacher au moins à mon boulot et à la manière de le faire d'une manière bah, ouais, qui m'épanouit au quotidien, quoi, où je rentre pas le soir en disant bon ben voilà, super, j'ai produit un truc, j'ai mes sous qui tombent à la fin du mois. Mais au final, je peux pas vraiment m'exprimer, je peux pas créer comme je veux, je peux pas avoir accès aux clients. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, bah, il faut tenter l'expérience en freelance. Il Mhm. faut se lancer. Ouais, d'accord. Et tu t'es lancé dans finalement d'une façon assez radicale, puisque non seulement tu t'es lancé en freelance, mais tu as fait en même temps un tour du monde. Est-ce que tu avais déjà Ouais. voyagé avant? Bah, pas tellement non plus. En fait, c'est vrai que c'était quand même un changement. Je me rends compte, c'est vrai que moi aussi, je pense qu'à l'époque, je me rendais pas trop compte parfois, je pense que c'est mon côté un peu peut-être créatif qui ne se pose pas de limite de dire oui, c'est possible, alors on y va et voilà quoi. Et, euh, et ouais, en fait, à cette époque-là, je voyageais pas. Enfin, j'ai toujours, enfin voilà, moi dans mon enfance, j'ai toujours beaucoup voyagé plutôt en France. Ouais, je connais très bien l'Italie, un petit peu l'Espagne. Mais ouais, j'avais jamais quitté vraiment l'Europe, ou ne serait-ce que, ouais, l'Europe, quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, bah, pendant ma longue période d'ennui, notamment, ça oscillait beaucoup entre l'ennui et le burn-out dans mon ancienne boîte, j'ai commencé en fait à regarder plein de vidéos et à tomber sur des blogueurs voyage en fait. À tomber sur les blogueurs voyage, les influenceurs voyage, des choses comme ça. Et je me suis dit, waouh, enfin, ces personnes, elles vivent autrement. En fait, il y a d'autres manières de vivre. Et je pense que j'avais vraiment besoin de prendre conscience de ce truc-là, de dire, bah ouais, il n'y a pas qu'un chemin, quoi. Tu peux, enfin voilà, bien sûr, je connaissais l'option freelance, mais c'est la manière, en fait, de le vivre et de l'incarner, en fait, que j'avais pas encore vu, en fait, j'avais pas encore compris à quoi ça pouvait ressembler. Et là, en fait, quand je l'ai regardé, bah ouais, je regardais les vidéos de ces blogueurs voyage, tout ça, je me disais, ouais, mais ces personnes, ben, en fait, leur travail, ça résume tout ce que moi j'aime faire, en fait. Ça reprend la photo, la vidéo, quelque part c'est la liberté. Ça permet aussi de faire du voyage qui, quelque part, m'a toujours intéressé, même si en fait je voyageais pas loin, en tout cas dans des destinations exotiques. J'ai toujours aimé, par contre, découvrir des nouvelles choses. Ça, par contre, je sais que j'avais une curiosité là-dessus de dire comment ça se passe dans le reste du monde. Mhm. Donc, ouais, en fait, c'est petit à petit toutes ces choses-là qui m'ont fait me rendre compte que c'était possible, en fait, que je pouvais en fait mettre en commun, bah, justement, avec mon copain, toutes nos compétences pour dire, bah, nous aussi, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer quelque chose comme ça, mettre en commun toutes nos compétences pour réussir un petit peu à vivre comme ça, en fait, tout simplement. Donc, ouais, ça a été un petit peu un pari de se dire, bah voilà, en partant, on savait bah, qu'on avait des économies de côté qui nous permettaient bah, de faire ce voyage au moins sur un an. Euh, pour voyager avant tout, mais pour commencer voilà, à se mettre en place et voir si on arrivait sur le terrain pendant le voyage à aussi travailler et à aussi mettre en place des choses pro. Et ouais, voilà, c'était une bonne année de test, on va dire, parce que bah, voilà, quand on est rentré, je pense que euh, ça nous a apporté forcément plein de choses parce qu'on avait vraiment des capacités d'adaptation, je pense que qu'ont peut-être pas encore certaines personnes quand on passe juste d'agence à freelance comme ça. Et ouais, je pense voilà, ça nous a fait grandir d'une manière assez accélérée. Je pense qu'au final, en un an, on a pu rendre, on va dire, agréable la première année de freelance qui parfois peut être un peu difficile. Et là, ouais, ça nous a permis un petit peu de dégrossir la chose, de prendre du temps pour y réfléchir. On s'est offert aussi cette parenthèse-là, quoi. De prendre le temps d'y penser, quoi. D'accord, ouais. Il y a pas mal de choses que tu as évoquées. Tu as parlé de liberté, de découverte, Mm. de grandir. Ouais. Euh, si tu devais résumer ta vision du voyage, et est-ce qu'elle a changé entre la vision que tu avais avant de faire le tour du monde et maintenant?
Ouais, ouais. Moi, ce tour du monde, vraiment, il m'a aidé en fait à me connecter vraiment au monde pour de vrai, quoi. Enfin, genre maintenant, je me dis, bah, dès qu'on parle d'un pays, dès qu'on me dit, bah voilà, en ce moment, il se passe ça au Chili, en ce moment, il se passe ça en Corée, et en ce moment, il se passe ça au Vietnam, bah, c'est concret, en fait. C'est vrai que comme j'y suis allée, j'ai des images, je me dis, bah ouais, en fait, en fait, ça m'a vraiment permis cette connexion au monde de dire, bah oui, en fait, de passer juste, en fait, quand je suis partie pour la première fois hors France, c'était le premier voyage que j'ai fait, en fait, avant de partir en tour du monde. Je suis allée en Indonésie. C'était la première destination vraiment un peu complètement exotique, on va dire, que je faisais. D'un coup, j'ai eu l'impression que j'étais dans une bulle et qu'on me l'avait explosé, en fait. Et d'un coup, on me disait, ah bah oui, en fait, hors dehors de la France, il se passe plein de choses. Il y a plein d'êtres humains aussi qui vivent, qui ont leur propre quotidien, qui ont leur propre manière de vivre, qui ont leurs propres traditions, valeurs, et qu'en fait, il y a 1 million de façons de vivre. En fait, ça m'a vraiment reconnecté à ça, le voyage. Et du coup, oui, maintenant, le voyage, pour moi, c'est pas juste un côté, bah voilà, je vais découvrir une destination touristique, etc. C'est vraiment cette connexion aux humains, en fait, de dire, waouh, bah, on est tous là, en fait, tous ensemble. Enfin, vraiment d'avoir ça concrètement, en fait, ça, vraiment d'avoir passé cette barrière de l'écran. Bon, bah, sur les réseaux, tu vois, on voit des choses, il se passe ça, on voit les actus à la télé, etc. Mais ouais, c'est vrai que dans le voyage, quand tu te déplaces et que tu vas à la rencontre des gens, tu dis, ah bah oui, en fait, et que tu vas vraiment avec ce truc de je vais rentrer en contact avec leur culture, avec qui ils sont, pour vraiment essayer de les comprendre. Ouais, c'est top, quoi. Enfin, moi, ça m'a vraiment, d'un coup, je me suis dit, waouh, mais en fait, tout est possible. Il y a vraiment plein de manières d'être, de vivre. Enfin, quand on voit dans certains pays de quoi ils vivent, comment ils vivent, ou quel est leur métier, parce qu'il y a, je sais pas, il y a des pays dans lesquels tu vas et en fait, les gens s'inventent des métiers, quoi. Enfin, il y en a un, son métier, c'est d'être au milieu de la route et de faire un truc. Enfin, chacun a son truc un petit peu improbable. Ben moi, voilà, je suis le vendeur qui est en bas, qui fait ça. Moi, je fais Et en fait, ouais, c'est un petit peu, ouais, ça se rappelle au final de liberté, de se rendre compte que tout le monde peut vivre un petit peu à sa façon quelque part. Mhm. Ouais, d'accord. Donc une ouverture un peu et c'est intéressant quand tu parlais de bulles. Est-ce qu'il y aurait selon toi différentes manières de voyager et parfois on reste dans sa bulle quand on voyage et d'autres Ouais, fois on s'ouvre à ça et on fait exploser la bulle? ouais, bien sûr. C'est vrai que bah, ce que j'ai pu constater aussi, qui est une des thématiques de mon blog voyage, qui est un petit peu moi, j'ai toujours eu des valeurs, en tout cas, enfin, peu importe où j'ai voyagé, j'ai toujours eu des valeurs assez simples dans le voyage par rapport à la nature, au respect des traditions, des locaux, enfin, tout ce qu'on appelle maintenant, voilà, tourisme responsable et durable. Et, euh, et c'est vrai que pendant notre voyage, bah oui, c'est vrai que bah, il y a certains pays, quand on arrive, bah, on a envie d'aller voir tout ce que va voir tout le monde. Et c'est vrai que ces endroits-là sont souvent aseptisés. On voit qu'ils sont faits pour les touristes, pour que tout soit bien propre, bien clean, que on puisse venir faire notre petite visite et repartir tranquillement, quoi. Et dès qu'on sort de ces cadres-là, en fait, justement, de cette bulle un petit peu touristique qui peut juste nous présenter le pays sous un seul aspect, en fait. Pas forcément que son meilleur jour, mais en tout cas, voilà, juste, bah, voilà ce qu'on voulait vous présenter du pays. C'est telle zone touristique, tel endroit, telle rue. Et puis voilà, clairement, c'est vrai que quand on fait des voyages, c'est vrai, sur 2, 3 semaines, ou peut-être on n'a pas forcément le temps d'aller explorer, de se perdre, on va dire. Oui, bah, c'est vrai que selon, oui, on peut voir ça un petit peu comme une bulle, de dire, bah, je vais arriver à l'endroit où tout le monde est, où tout le monde reste. Ce qui est agréable, hein, on va pas se le cacher, hein. Enfin, c'est des zones qui, franchement, où justement, où tout est fait pour qu'on soit en confort, qu'on profite de nos vacances et de notre voyage, tout en étant quand même un petit peu dépaysé. Donc, ouais, c'est vrai que c'est des bulles qui sont agréables, mais qui, oui, aujourd'hui, je pense, je me rends compte, ne sont pas celles du vrai voyage, en fait, où le voyage où vraiment, justement, on va se perdre, on va sur des sites où personne ne va, euh, on va bah, chez les locaux, chez l'habitant. Puis voilà, juste d'aller se perdre à des endroits où rien n'est balisé, quoi. Enfin, juste de dire, bah voilà, aujourd'hui, je vais prendre une rue et peut-être que je vais rien voir d'extraordinaire. Il n'y aura pas un monument, un truc ou le dernier restaurant à la mode du coin. Mais juste, j'aurais vu le pays, en fait, juste tel qu'il est aussi, quoi. Mhm. Ouais. Et est-ce que selon toi, il y a alors il y a l'état d'esprit qui joue beaucoup, il y a le fait d'aller se perdre un peu comme tu dis. Et est-ce que selon toi, il y aurait une façon de voyager qui favoriserait ça? Vous, par exemple, comment vous avez voyagé?
Quel moyen de transport vous avez pris? Quel type d'hébergement? Mm. Euh, alors sinon, en fait, dans les pays, en fait, ça a été évolutif, on va dire, sur l'année. Quand on est parti au début, c'est vrai que ouais, on était très en mode comme si c'était des vacances sur 2 semaines et du coup, voilà, on avait pris par exemple notre premier pays, c'était le Costa Rica. Donc c'est vrai qu'on s'est loué une voiture, on a fait un petit road trip vraiment où on est allé dans tous les points un petit peu intéressants, les points d'intérêt, etc. Mais on est allé aussi quand même déjà dès le début dans des zones dédiées un peu quand même au tourisme responsable, avec des agences en tout cas qui proposaient des tours de ce type-là, où dès le début quand même on est allé à la rencontre des locaux. Notamment, une des premières expériences qu'on a faites, c'est avec une agence de voyage au Costa Rica qui s'appelle Ozawag. Et eux, ils proposaient des tours pour justement aider les locaux, en fait, parce qu'il y a une problématique au Costa Rica de la déforestation. Et du coup, en fait, où les agriculteurs finissent par vendre leurs terres pour voilà, qu'on récupère tout ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en gros, elle, en fait, grâce au tourisme, elle arrive à maintenir les terres des locaux pour qu'ils restent et qu'ils continuent leur agriculture. Et du coup, nous, on est allé, par exemple, sur les terres d'une de ces personnes-là qui avait un jardin exotique incroyable, qui cultivait plein d'ananas, du cacao et des choses comme ça. Et du coup, voilà, on était allé chez lui, on avait rencontré sa famille, on avait fait un tour de son jardin, voilà, tout simplement. Il nous avait découpé un ananas, on avait mangé comme ça. Et donc, voilà, c'était plein de petites expériences ça, qui sont très sympas, où déjà dans la démarche, même si c'était dans un cadre touristique, c'est déjà un intérêt différent. Et après, progressivement, en fait, on est allé de plus en plus vers ça, en fait. De plus en Mhm. plus à dire, ok, bon, peut-être qu'on va aller voir d'abord vite fait ce qui se voit. Genre, par exemple, quand on est allé au Pérou, oui, on est allé voir le Machu Picchu, tu vois. Enfin, pour nous, c'était une évidence qu'on n'allait pas ne pas aller le voir. Mais par contre, après, on va aussi aller dans des endroits plus reculés. Et donc, au final, pour circuler, comment on a fait euh, généralement, de pays en pays, on a pris l'avion. Et une fois qu'on était dans le pays, par contre, on prenait que des bus. C'était vraiment toujours bus, transports locaux, minibus, enfin ce qu'on trouvait. C'est vrai que selon les pays, c'est toujours Ouais. un petit peu, voilà. Oui, voilà, je suis même pas sûre qu'on ait pris des trains ou des choses comme ça. Ouais, les trois quarts du temps, c'était des bus en fait. Et d'ailleurs, D'accord. c'est là où on se rend compte qu'il y a énormément de pays où le réseau de bus est super bien fait et que ça marche super bien, alors qu'en France, c'est pas encore trop ça. Ouais. Donc, ouais, l'adaptation, en fait, à chaque fois, aux moyens de transport qu'il y avait localement, quoi. Ouais. Ouais, complètement. C'est vrai que ouais, chaque pays bon, avait un petit peu le moyen de transport qui serait le plus évident, mais c'est vrai que globalement, voilà, enfin, au Costa Rica, c'était délicat parce qu'en fait, là, à l'inverse, par exemple, les bus, c'était pas ouf, quoi. Il y avait zéro info, c'est-à-dire qu'en gros, tu te mets sur le côté de la route et peut-être il y a un bus qui va passer. Enfin, c'était pas très clair et nous, c'était notre premier pays, justement, on n'était pas du tout encore on était encore un peu en mode, on est des touristes, donc du coup, on savait pas trop comment encore réagir face à ce genre de situation. Mais par contre, au fur et à mesure, non, ouais, justement, on s'adaptait complètement, on arrivait à choper les infos. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte aussi tout simplement qu'il n'y a pas besoin de prévoir super longtemps à l'avance les choses parce que quand tu arrives sur place et que tu as pris un logement justement comme des guest house, des choses comme ça, où tu es chez l'habitant, tu vas les voir, tu leur dis, voilà, moi je veux faire ça. Ils disent, ah bah oui, tu veux faire ça, fais ça, tu vas là, etc. Enfin, et où en gros, au final, même si t'as pas, enfin, nous, c'est vrai qu'on a un peu cette démarche de, quand on prépare un voyage, c'est nos 3 semaines de vacances, donc voilà, on planifie tout, etc. Parce qu'on veut rien rater, mais en fait, dès que tu arrives sur l'endroit, généralement, ça se fait assez rapidement et facilement. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont adaptées, faites pour. Donc ouais, ça va assez vite, quoi. Mhm. Donc voilà, ouais, le type de transport, le bus, les logements, essayer de toujours trouver des guest house qui sont gérés par des locaux. Euh, ouais, et après, voilà, selon les pays, ça nous est arrivé d'avoir vraiment des expériences où là, on est vraiment allé dormir chez l'habitant, mais encore plus vraiment perdu dans les rizières, des choses comme ça, quoi, pour encore plus comprendre et se couper aussi justement de ce côté tourisme, quoi, où quand d'un coup, tu es seul avec un loco, quoi, d'un coup, il y a un autre lien qui se crée, quoi. Ouais. Et tu as dit, on était encore au début de notre voyage, on était encore en mode touriste. Est-ce que Mm. pour toi, le mot touriste, du coup, il convient à l'expérience que vous avez vécue? Ou ce serait plutôt le mot voyageur ou encore quelque chose d'autre?
En fait, comme je dis, je pense qu'il y a quelque part, il y a un peu un équilibre entre les deux parce que, oui, forcément, je pense que quand on est allé dans les zones touristiques, on était des touristes, clairement, enfin, comme tout le monde, c'est normal. Enfin, Mhm. je mets pas quelque chose de péjoratif, hein, forcément, du moment qu'on arrive dans un autre endroit qui est pas notre pays, on est un touriste, clairement. Mais après, je pense qu'on peut dire voyageur dans le sens où on a pu et on a eu la chance, on s'est donné la chance de voyager sur le long terme. Et Mhm. à un moment donné, devenir un touriste voyageur, on va dire, qui va de pays en pays, mais vraiment avec cette démarche plus d'ouverture et pas, enfin, ça n'empêche pas, je veux dire, je pense qu'en fait, c'est juste, ça dépend des valeurs qu'on met dans notre voyage. En fait, bien sûr qu'on peut être un touriste voyageur, mais je pense que comme tu m'as posé la question tout à l'heure, c'est vraiment cette notion de la façon dont on va voyager, de sortir, d'accepter de sortir de cette bulle et de voyager vraiment. On peut voyager vraiment même en une semaine, hein. Mais je Mhm. pense que c'est vraiment une question de la valeur qu'on va donner un petit peu à notre voyage, des choix qu'on va faire, de ce qu'on va aller voir, de est-ce qu'on va accepter justement de sortir un petit peu de notre zone de confort pour aller dormir dans des endroits qui sont pas forcément agréables, mais enfin pas forcément confortables, mais que justement sur 2, 3 jours, une semaine, ça va être possible, quoi. Et se dire, justement, en fait, moi, à chaque instant, je me rends compte de la chance que j'ai de, là, oui, ouais, quand on est rentré en France et qu'on a retrouvé l'eau courante, l'eau chaude, enfin, des choses comme ça, il y a des pays où, au Pérou, pendant un mois, on prenait une douche par semaine, parfois, parce que on était à une période où, enfin, c'est des hautes altitudes, donc il faisait pas super chaud. Et l'eau, parfois, ne chauffait pas, en fait. Donc, on arrivait dans des hôtels, il n'y avait pas d'eau chaude, etc. Et, enfin, et ça devient un quotidien. Donc, du coup, on s'adapte encore une fois parce qu'on est fait pour ça, hein. L'être humain, il s'adapte. Donc, voilà, ça, c'était notre nouveau confort. Et du coup, c'est vrai que les moments, par contre, on retrouvait, on dit, ah, là, il y a de l'eau chaude, hein. C'était juste incroyable. Quand on en fait un truc, c'est, ouais, ça redonne de la valeur aux choses, un petit peu, ouais. Mhm. Et tu disais on s'adapte et tu sais que ça développe l'adaptabilité. Mm. Mais est-ce que tu ressens vraiment une différence entre quand tu es en France et quand tu es à l'étranger, Mm. en termes d'adaptabilité et de spontanéité? Est-ce que l'état d'esprit, dans lequel on est en voyage Mm. favorise ça, vraiment sur le moment? Mm. Oui, ouais, c'est vrai que je pense que ouais, déjà quand on est dans l'état d'esprit de je vais partir et que je suis en mode découverte et qu'on est ouvert à ça, c'est vrai que c'est ouais, c'est vraiment un état d'esprit qui fait que euh, la destination, je pense, nous y aide clairement quand on arrive. C'est vrai que quand on arrive dans un pays, il n'y a pas la même monnaie, il n'y a pas la même langue, il n'y a pas le même sens de circulation, enfin, on ne mange pas les mêmes choses où tout est différent. Oui, parce que c'est vrai que quelque part, on se met en contexte de toute façon de devoir s'adapter parce que clairement, tout change en fait quelque part. Mmh. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai adoré tous les mois arriver dans un pays, entendre une nouvelle langue, avoir une nouvelle monnaie, enfin, et pouvoir prendre aussi du recul sur toutes ces choses-là et se rendre compte que justement, l'argent, je sais pas, c'est une valeur différente, tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en France, après, oui, quelque part, on peut avoir plus de difficultés en fait, à se mettre dans ce contexte-là d'ouverture parce que, oui, c'est vrai que quand c'est plus facile, quand on se retrouve directement confronté à cette situation-là, où il y a vraiment sur des critères forts comme la langue, où d'un coup, c'est plus possible de communiquer, on est obligé de s'adapter. Alors qu'en France, voilà, moi étant française, tout est déjà fait pour moi, quoi. Enfin, dans ma langue, dans ma monnaie, donc c'est plus, ça va être plus délicat. En fait, ça va devenir, je pense, ça va demander une curiosité, une créativité peut-être de réussir à se mettre en contexte, de sortir de sa zone de confort pour s'adapter à des nouvelles choses. Et je Mmh. pense que moi, depuis que je suis rentrée, je vois bien que j'ai perdu une part de cette spontanéité que j'avais en voyage. Euh, Parce qu'aussi, quand on arrive dans un nouveau pays, justement, avec cette nouvelle culture et des nouveaux échanges, justement, déjà, on se met en position de moi, je suis un peu l'étranger. Et c'est vrai que selon les pays, quand tu arrives dans, je sais pas, par exemple au Vietnam, tu vois, on peut pas te rater, tu vois. Enfin, Mmh. t'es forcément visible, tu vois, on voit que toi, t'es pas vietnamien, tu vois. Et, euh, et du coup, déjà, il y a un lien qui se crée avec les locaux aussi plus spontané. Où déjà, il y a des regards, il y a des sourires. Enfin, on a passé notre vie à dire bonjour à tout le monde, quoi. Mmh. Et ça, enfin, c'est un truc tout bête, mais c'est spontané, je trouve. Et après, j'avais gardé ce réflexe de n'importe où j'allais, de dire bonjour et sourire, en fait. Alors que quand je suis revenue en France, au début, je l'avais encore, c'est-à-dire, je sais pas, quand je prenais le bus, le métro, j'avais envie ouais, je regardais tout le monde dans les yeux, j'avais envie de sourire. Et en fait, on se rend compte que, nous, en France,
petit à petit, ce n'est plus vraiment ça, en fait. Donc, du coup, on repère un petit peu cette notion où, quelque part, parfois, c'était aussi toi un petit peu le centre de l'attraction, tu vois, quand tu arrives dans un endroit où, bah, justement, c'est pas ton pays et que tout le monde te regarde et que les gens, justement, sont, voilà, en grande âge. Enfin, franchement, il n'y a pas un seul endroit, je pense, où on s'est pas senti accueilli et où tout le monde, bah, justement, bah, du coup, te regarde, te sourit et du coup, tu es là, tu fais, ah, enfin, et voilà, et c'est un truc, un geste tout simple, mais qui permet de créer le lien. Alors qu'en Mhm. France, bah ouais, on se retrouve dans des situations, on dit bon bah voilà, là ça se passe comme ça, mais bon voilà, je vais essayer de quand même pas arrêter de sourire et de me reconnecter justement à cet esprit d'ouverture et de découverte qu'on a pour retrouver dans mon quotidien un petit peu de voyage quoi. Mhm. Et c'est vrai que ça D'accord. peut, ouais, ça peut venir comme ça par des petites touches en fait, juste de se remémorer, à dire bah c'est vrai quand je suis en voyage, je me rends compte que ouais, je suis à tout moment où je me rends compte que d'un coup je vis avec cet état d'esprit où je me dis bah, chaque jour est une nouvelle aventure parce que c'est vrai que je vais être dans la découverte, je vais que vers des choses qui sont inconnues. Alors que bah, Mhm. une fois qu'on est en France, on connaît tout. Moi, je connais très bien ma vie, je connais bah, mon chez moi, je vais pas changer d'appartement tous les 2 jours. Donc, c'est vrai que ouais, ça nous enlève un petit peu cette magie. Donc après, ouais, je pense ouais, dans le quotidien en France, c'est à nous d'être plus créatif pour dire bon ben voilà où est-ce que je pourrais aller pour me retrouver dans ces conditions-là de voyage quoi. Mhm. Est-ce que tu as rencontré certaines difficultés, Mhm. peut-être auxquelles tu t'attendais pas avant de partir? Parce qu'il y a forcément, bah, comme tu dis, on doit s'adapter, c'est pas la même langue, c'est des conditions qui sont moins confortables qu'en France, mais est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu t'étais pas préparée? Hum, En fait, dans les pays, j'ai pas eu forcément l'impression, j'ai là en souvenir comme ça, j'ai pas de grosses difficultés qui me viennent. Euh, Parce que, ouais, c'est vrai que au final, on a fini par prendre ce rythme et cette habitude de dire, bah voilà, j'arrive dans un nouveau pays, je lâche prise, voilà, t'as 24-48 heures pour lâcher prise, pour se rendre compte de comment marche le pays et de dire, bon voilà, les transports, ça marche comme ça, pour manger, c'est là. Mais par contre, je pense que ce qu'on comprend pas, et souvent je pense qu'on comprend pas pendant ce type de long voyage, c'est la fatigue, en fait, qui peut s'installer. Parce que oui, c'est vrai que toute cette adaptation, bah, voilà, comme on dit, c'est hyper stimulant. C'est voilà, tous les jours on découvre de nouvelles choses, c'est chouette. Et moi, je pense que sur le long terme, j'ai pas perdu l'émerveillement justement de toujours aller dans la nouveauté. Mais par contre, c'est vrai que au fur et à mesure, on avait besoin d'énormément plus de temps de récupération parce qu'en fait, on était fatigué en fait. Parce que ouais, c'est vrai que ça sollicite tout le temps le cerveau et le corps. Voilà, on avait des gros sacs à dos, donc c'est vrai que chaque chose que tu fais devient une aventure, donc c'est vrai que c'est génial. Mais oui, là, par contre, le revers de la médaille, c'est que ouais, ça peut être vraiment épuisant en fait. Et on se rend pas compte parce que, enfin, si je pense qu'on peut s'en rendre compte parce que quand on part 2-3 semaines en voyage loin, même parfois 2-3 semaines de vacances, et quand on revient de ses vacances, on est tous les premiers à dire ah mon Dieu, il me faudrait des vacances pour récupérer mes vacances. Mmh. Et, là, c'est un peu pareil en fait, c'est qu'à chaque voyage, chaque journée est un voyage en soi limite. Et, euh, et en fait, sur le long terme, on a eu besoin petit à petit de dire, bah non, on veut ralentir, on veut prendre plus de temps, on a besoin, enfin, de toute façon, nos corps avaient besoin de récupérer. Et même si oui, on pouvait encore s'émerveiller de tout, etc., on avait besoin après de plus prendre racine, en fait. C'est vrai qu'on a rencontré des voyageurs qui, parfois, ont fait en 6 mois ce que nous, on a fait en un an. Des choses comme ça. Enfin, nous, au bout d'un moment, on a vraiment eu cette fatigue. Bah, qui, qui est venu assez rapidement au final, parce que c'était dès les 4-5 premiers mois, en fait, on est arrivé, toute la première partie de notre voyage, c'était en Amérique du Sud. À partir du moment où on est passé en Asie, c'était le mois de mai. Et en fait, dès là, on a commencé déjà un petit peu à ralentir. Et, et le premier pays dans lequel on s'est vraiment posé, par exemple, c'est la Malaisie. La Malaisie, on y est resté 2 mois. Et en 2 mois, on a fait ce que certains font en 3 semaines, en fait. Parce que voilà, on prenait le temps, on est resté 2 semaines à Kuala Lumpur pour un petit peu vivre dans une ville moderne où il y avait un peu des centres commerciaux. La première fois, on a retrouvé du fromage aussi, c'est très important. Et donc, ouais, non, ouais, je pense que c'est la plus grande difficulté, c'était ça, en fait, c'est de se rendre compte que finalement,
au bout d'un moment, si on voulait vraiment, je pense, dans la manière dont nous on voyage en tout cas, si on voulait vraiment continuer d'apprécier, c'était qu'on avait besoin de ralentir et de choisir de dire bah non, là, on voit moins, on fait moins, on reste tranquille. Et aussi parce qu'à côté, ben, nous, on travaillait. Enfin, même si, bon, entre guillemets, on disait travail parce qu'on n'était pas rémunéré, hein, c'était pour nous, on était en train de mettre en place des choses. Mais malgré tout, même si c'était que de la passion et que du bonheur de pouvoir créer comme on voulait, ça reste du travail, encore une fois. Mhm. Ça reste du travail. Donc, on écrivait des articles, on a créé une communauté sur Instagram, il y a 3500 personnes qui nous suivent. Sur notre blog, ben, tout ça, voilà, on devait le mettre à jour. Retoucher nos photos, monter des vidéos. Donc, bon, même si on était deux, en fait, en vrai, ça faisait quand même pas mal de matière, vu qu'on a quand même pas mal bougé dès le début. Donc, c'est vrai que c'était un rythme, en fait, assez soutenu malgré tout, quoi. C'est Mhm. peut-être là, en fait, où on sous-estime peut-être la fatigue qu'il va y avoir d'organiser, en fait, un voyage, tout en s'adaptant à chaque fois à l'endroit où on est, plus les contraintes bah, parfois un peu de dire bah, putain là je suis en Malaisie, il fait 30 degrés, il y a 100% d'humidité, je suis Ouais. en train de fondre sur ma chaise, enfin, de s'adapter voilà à chaque fois à tout. Donc ouais, je pense que la plus grosse difficulté c'est ça, c'est de se rendre compte vraiment que physiquement faut être béton quoi. Faut vraiment être solide pour dire bah enfin comme nous bah voilà on est parti en mode un petit peu on prévoit rien à l'avance parce qu'on voulait pas justement se fixer. Et heureusement, parce que là, on a pu se donner la liberté, dès qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de plus de temps, de dire bah non, on ralentit. Et je pense que si on avait tout booké à l'avance, on n'aurait pas pu, quoi. Ça nous aurait mis la pression de changer tous les plans, de changer toutes les réservations, les choses comme ça, quoi. Mhm. Et est-ce que pour toi, il y a une durée qui est à peu près la bonne pour rester au même endroit ou dans un pays, dans un même pays? Ouais. Euh, la bonne, je dirais que ça dépend enfin voilà, en fonction de l'endroit où tu t'implantes, ça dépend de ce qu'il y a à voir autour et de ce que toi, possiblement, tu as à y faire, quoi. Mhm. Si tu es dans un mode quand même où tu sais que tu vas continuer de bouger et de voyager et que c'est pas juste en mode ah ben j'ai un coup de cœur à un endroit, je me pose et j'y reste sans finalement genre il y a des gens à qui ça arrive, hein. Ils arrivent à un endroit et c'est vraiment le coup de cœur, ils disent bah non en fait moi finalement mon voyage il s'arrête là, j'ai envie de rester là. Donc, pourquoi pas, c'est des choses qui peuvent arriver donc c'est vrai que c'est euh, mais après, voilà, si tu sais que par contre, ben, comme nous, tu allais avancer, nous, à chaque fois, c'est vrai que la notion de rester au moins parfois 2 semaines à un endroit, ça nous faisait du bien. Je sais que c'était souvent un temps qui était pas mal. Mais après, je pense que oui, limite, bah oui, après, si voilà, on n'avait plus de limite de temps et qu'on s'était pas dit qu'on partait qu'un an parce qu'aussi, bah, voilà, au niveau financier, il fallait que ça tienne. Euh, bah, après, ouais, ouais, ce qui va être délicat, c'est de dire, ben voilà, si tu restes plus longtemps à des endroits, tu vas peut-être commencer à créer des liens aussi un peu plus poussés avec certaines personnes. Donc, ouais, tout dépend le but de pourquoi tu restes à cet endroit-là aussi. Mhm. Si tu t'es fixé un certain truc, nous c'est que les endroits à un moment donné où on s'est fixé, c'est ben, quand on s'y sentait bien, quand on avait sinon des choses à faire nous pour notre projet pro. On s'est dit, bon ben voilà, là par exemple, on reste 2 semaines dans un condo en Malaisie où il y a tout le confort et on travaille. Donc, et une fois qu'on a travaillé, qu'on a fait ce qu'on avait à faire, à la limite, justement, par exemple, à Kuala Lumpur, on n'a fait que y vivre, en fait. On n'a pas visité. Donc, en fait, voilà, on avait loué dans un petit appartement. On travaillait normalement, en fait, ben voilà, tous les jours. On faisait notre petit quotidien. Et c'est vrai qu'au final, par exemple, c'est une ville qu'on n'a pas forcément visitée en tant que touriste. Mais par contre, on y a juste vécu, en fait, comme un quotidien normal. Ça, c'était une Mhm. expérience intéressante, en fait. Donc ça peut être ça aussi parfois de juste de se fixer un endroit et c'est vrai qu'en durée, ouais, je dirais que tout dépend ce que toi tu as besoin à ce moment-là d'y faire, quoi. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu as envie de te poser, de dire bon bah voilà, ben voilà justement je vais juste prendre le temps de vivre un quotidien là tranquille parce que j'en ai besoin. Est-ce que c'est vraiment parce que j'ai un coup de cœur et du coup je vais approfondir l'endroit parce que je m'y sens bien et y rester en fait tout simplement. C'est ça qu'il y a un endroit où on est arrivé un jour, c'était sur une île en Malaisie aussi et on avait prévu d'y rester que 3 jours. Et en plus, c'est une île sur laquelle il n'y avait pas de wifi, il n'y avait rien, etc. Une fois qu'on avait pris le bateau, qu'on arrivait là-bas, c'était fini. Et en fait, en y arrivant, on a adoré, quoi. Et du coup, on n'avait rien réservé tout ça là sur place, parce que de toute façon, c'était pas possible, il n'y avait pas d'électricité.
Enfin, il n'y avait pas d'internet, je veux dire. Et du coup, une fois arrivé sur place, bon voilà, on a un petit peu fait le tour des options qu'il y avait. C'était assez rapide. Et du coup, on a rencontré une dame qui nous a dit, ah, ben, moi, j'ai un bungalow là, etc. Et bah, du coup, on est resté une semaine. Et ouais, voilà, c'est aussi ça aussi un petit peu. Ouais, mais je pense que quelque part, c'est propre à chacun et en fonction de ton but à toi, quoi. De dire, bah, là, je sens que j'ai besoin de me reposer, donc je vais prendre plus de temps ici, quoi. Et c'est vrai que ça peut être une semaine comme un mois au final, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment s'écouter et ça me fait penser au fait que bah, toi, du coup, tu as voyagé en couple. Mm. Donc il y a le fait que chacune des personnes doit s'écouter elle-même. Donc ça peut être plus difficile des fois, j'imagine. Et en même temps, c'est beau de partager ça avec quelqu'un. Comment Ouais. est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu penses que c'est plus facile de voyager tout seul ou en groupe, de personnes que tu connais pas, de personnes que tu connais? Mm. Comment t'imagines ça? Ouais. Bah, nous, déjà, dans notre cas, comment ça s'est basé, c'est qu'en fait, bah, au fur et à mesure, on s'est rendu compte un petit peu de la force de chacun pour qu'on puisse, à tour de rôle, on va dire, un petit peu s'appuyer sur l'autre. Moi, c'est vrai que je pense, que j'avais vraiment pas mal l'intuition, en fait, pour comprendre où on allait, en fait. De dire, bah non, en fait, c'est moi un petit peu toujours qui faisais le tracé de là où on allait dans les pays parce que j'avais un petit peu le feeling de dire, non, non, je sens qu'on va aller dans cet endroit-là, je sens qu'on va aller faire ça. Et enfin, c'est un petit peu moi qui dravais la chose. Mais par contre, là où je pouvais m'appuyer, bah, du coup, après sur mon copain, c'est que lui, par contre, il était très bon dans la réactivité sur le terrain. Donc, une fois qu'on arrive à un endroit, par contre, je sais pas, ben voilà, on sort de l'aéroport, on doit s'adapter. C'est lui qui prenait un peu les choses en main, en mode, bon, ben voilà, je commence à trouver les transports, on va retirer de l'argent, on va faire ça, enfin, et qui drivait un peu la chose sur place. Donc, du coup, c'était un peu un passage de relais comme ça, où moi, j'avais plus d'affinité à trouver les bons logements, à trouver les bons plans pour comprendre où est-ce qu'on allait pouvoir vivre justement un peu des expériences intéressantes et trouver des lieux et des choses un petit peu originales à faire. Et lui, après, une fois qu'on était sur place, à nous adapter, quoi. Donc ça, ouais, ça a été un petit peu notre mode de fonctionnement qui, voilà, progressivement s'est mis en place. Et, euh, et après, nous, dans nos personnalités, on est deux personnes assez qui aiment beaucoup en fait la solitude. On aime bien être seul. Donc c'est vrai qu'assez facilement, en fait, quand dans les endroits par exemple où on s'est posé, ben, en fait chacun faisait un petit peu sa vie, quoi. Enfin, ouais, on mangeait ensemble parce que ben, de toute façon c'est vrai que pendant quasiment un an tu cuisines quasiment plus, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, ouais, on se retrouvait pour les repas, mais après, au final, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Si moi je voulais travailler sur le blog, je travaillais sur le blog. Si lui il avait envie de faire un jeu en ligne, il jouait. Enfin, de temps en temps, avoir un petit peu des parenthèses où chacun un petit peu avait son temps libre et faisait ce qu'il veut, quoi. Pour pas être tout le temps ensemble, parce que c'est vrai qu'on est à 24 ensemble, quoi. Mhm. Et, après, c'est que moi, dans ma personnalité, du coup, euh, ouais, le voyage en groupe, faut que ça reste à un petit groupe. Après, je suis pas trop gros groupe. C'est vrai que nous, depuis le début, quand on a voyagé en couple, on n'était pas en mode. Les peu de fois où on a fait des activités en gros groupe, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. C'est parce que c'était organisé comme ça et que c'était forcément voilà, un groupe de 10-15 personnes qui partaient faire l'activité. Donc, ouais, c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc, ça, ouais, on a plutôt toujours, comme on était aussi en mode photo, vidéo, etc., création de contenu, ça nous allait très rarement en fait d'être guidé, d'avoir des gens autour de nous, etc. Parce que nous, en fait, on avait besoin de temps pour créer aussi sur place. Pour pouvoir dire, bah non, nous, là, on a envie de marcher, mais en même temps, on fait des pauses parce qu'on fait des plans vidéo, on fait des photos, etc. Donc, ça nous prenait souvent beaucoup plus de temps dans les visites. Par contre, même si on était en couple, on a fait plein de rencontres. C'est un peu le cliché, souvent, genre, t'es en couple, alors du coup, tu rencontres personne, etc. Et non, non, au contraire, en fait, on a rencontré plein d'autres voyageurs, plein de gens. Enfin, d'ailleurs, c'est surprenant en fait, de se rendre compte à quel point il y a plein de gens qui voyagent tout le temps. Il y a vraiment plein de voyageurs à long terme qui sont sur les routes tout le temps, en fait, à chaque instant, pour plein de raisons différentes au final. Mais ouais, il y en a plein, en fait. Vraiment plein, plein de voyageurs sur le long terme, en sac à dos. Et du coup, on a rencontré plein de personnes et on a plein, en fait, avec qui on a fait des bouts de chemin, en fait. Mhm. Il y a des gens, en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent dans un pays, bah, malgré tout, il y a quand même des points d'intérêt où tout le monde finit par se recroiser. Et c'est vrai qu'il y a des gens, c'est un peu ce qui s'est passé, on se retrouvait à chaque point d'intérêt, et limite, on n'a même pas eu besoin de s'organiser pour voyager ensemble, pour voyager ensemble, quoi. Et au D'accord. final, à chaque fois, on se retrouvait un petit peu, on voyageait dans le même sens,
Donc parfois, ce qui changeait, c'était juste le fait qu'ils étaient restés 5 jours là, alors que nous, on était restés 2 jours, etc. On finissait toujours par se recroiser. Donc en fait, il y a plein de gens avec qui comme ça, parfois sur un mois, en fait, on s'est croisés, on passait plein de temps ensemble, comme un peu un groupe de potes. Après, forcément, nos chemins se séparaient. Et ça nous est arrivé aussi, avec un autre couple aussi, de voyager pendant plus de 1 mois aussi avec eux. Donc ouais, ça nous est quand même arrivé, je pense, sur certaines destinations comme ça. Il y a notre famille aussi, des gens qui sont venus nous rejoindre. Donc ouais, ça c'était sympa. Mais après, ce qui est le plus facile, je sais pas. Je pense que ça dépend des personnalités. C'est vrai que je me dis, moi, maintenant que j'ai fait ça en couple, je me dis, j'aimerais bien avoir une expérience où je pars en voyage toute seule. Peut-être pas sur le long terme comme ça, en mode plusieurs mois, mais peut-être juste me faire un délire de dire, bah ouais, pendant une semaine ou deux, j'aimerais bien partir dans une ville que je connais pas et voir comment je vis le truc. Et c'est vrai Mhm. que je pense que ça fera une expérience et une recherche complètement différente parce que du coup, bah, par défaut, je me dis, bah voilà, forcément, je vais avoir envie d'aller dans des auberges, dans des endroits où je vais pouvoir rencontrer plus de gens. Enfin, ça, je pense que ça change tout à fait le mode du voyage, quoi. C'est vrai que d'être en couple, tu peux déjà au moins compter sur une personne pour l'organisation, pour partager, pour t'aider si t'es pas bien, enfin. Donc c'est vrai que je pense que ça sécurise pas mal quand même, si Mhm. à deux. Après, ouais, ça peut être aussi ça passe ou ça casse, hein. Il y a des moments, ça peut être compliqué. Mais, euh, mais c'est aussi bien parce que bah, justement, à force, après, tu finis par vraiment bien connaître les réactions de la personne et à plus les prendre personnellement aussi. Tu vas te dire, bon, bah là, je sais que la personne est juste fatiguée, qu'on n'a pas pu manger encore un vrai repas ou qu'on a trop chaud parce qu'on est en train de visiter les temples d'Angkor et que voilà, c'est plein cagnard. Donc voilà, petit à petit, ouais, ça te renforce en fait avec tout ce que tu partages de découvrir l'autre en fait dans tous ces contextes-là aussi. Donc ça c'est chouette. Je pense Mhm. que de pouvoir partager le voyage avec des gens, qu'on soit seul ou en couple ou quoi, à un moment donné, de créer quand même un lien, je pense que c'est vraiment chouette de pouvoir le partager. Ouais, je pense que ça décuple vraiment la chose même. Mais bon, voilà, c'est des modes disons, à chaque fois, ça va donner des modes de voyage différents. Quand tu es seul, j'imagine que ça doit être aussi très très fort ce que tu vis, mais avec toi-même. Mhm. Et je pense que ça doit être aussi hyper intéressant. Moi, je me dis, c'est un truc que j'aimerais bien du coup tester, quoi. Mais ouais, Ouais. ce sera différent. Ouais. Est-ce il y a un moment ou plusieurs qui vraiment... alors, je suppose qu'il y a beaucoup de moments qui t'ont marqué, mais une anecdote que tu aurais envie de raconter, par exemple, ou pas, comme tu veux. Euh, oui, alors qui m'ont marqué au début de notre voyage, on va dire le plus gros truc qui s'est passé, c'est qu'on a été avec d'autres touristes un petit peu pris en otage, on va dire malgré nous, en Bolivie. Parce que du coup, on faisait le tour qui te permet d'aller voir le salaire d'Uyuni, en fait, qui est un petit peu le must à aller voir du coup là-bas. Donc, on s'était dit, bon, ben, voilà, c'était un des rêves de mon copain d'aller le voir. Et en fait, du coup, tu pars 3 4 jours comme ça, dans un 4x4 où tu es 6 et où tu pars vraiment je sais pas, dans la nature, genre il n'y a pas de route, tu vois, juste tu pars et tu vas découvrir des paysages. Et nous, à la fin de notre boucle, on doit arriver sur le salaire. Et la veille, en fait, d'arriver à Uyuni, on était voilà, sur notre petite non-route. Et on s'est retrouvé au milieu d'un blocus, en fait, de petits villageois qui habitaient là. Et qui, en fait, avait un problème de conflit avec le Chili, il y a une histoire de route, etc. Enfin, depuis la guerre, enfin, bref, c'est un conflit un petit peu assez ancien. Et en gros, apparemment, c'est même récurrent là-bas, tu vois. Enfin, nous, c'est des choses qu'on savait pas et c'est pas des choses qu'on dit aux touristes. Ah ben oui, hein. En Bolivie, il y a souvent des problèmes aux frontières, etc. Enfin, bon. et, euh, et en fait, ouais, bah, nous, c'est tombé un jour où bah, ils avaient décidé de faire blocus, quoi. Donc, on s'est retrouvés pendant 8 heures, en fait, immobilisés au milieu de nulle part, en fait, avec plein de villageois un petit peu autour de nous, voilà, des Boliviens un petit peu avec des pics et tout ça, un peu pour nous faire peur et pour qu'on bouge pas. Et l'objectif, c'était que nous, on appelle les ambassades pour que les ambassades fassent pression sur le gouvernement bolivien et acceptent enfin, ce qu'ils vous demandaient, quoi. Donc bon, après, voilà, j'ai pas les détails au final, enfin, même si après, on a essayé d'avoir plus d'informations auprès des agences qui organisaient les tours, enfin, c'était un peu flou de comprendre cette situation-là, quoi. Là, c'est vraiment, on rentre dans des notions de politique et tout que je connais pas.
Donc, je ne saurais pas dire, mais voilà, nous, c'était un petit peu notre première grosse anecdote. On Ouais, s'est dit, bah, voilà, ça fait 8 heures qu'on est bloqué, il fait nuit. Et en fait, on a dû faire demi-tour pour retourner au Chili, quoi. On n'a pas d'accord. pu aller jusqu'au bout, quoi. Parce que tous les gens qui ont réussi, qui ont dit, bon, allez, on tente quand même, on traverse. Bah, le but de la boucle, après, c'était quand même de revenir au Chili. Donc, c'était potentiellement de repasser devant le blocus. Il y en a qui ont pris ce risque-là. Et en effet, ils se sont refait bloquer. Et ils ont même dû, cette fois-ci, aller dormir dans le petit village avec les gens en mode, alors, toi, la femme, tu vas aller faire à manger. Toi, l'homme, tu vas couper du bois avec les hommes. Et, ouais, et du coup, ils sont passés la nuit tous ensemble dans le petit village bolivien au milieu de... Voilà. Sauf que bah, quand c'est voulu, quand c'est en mode je vais dormir chez l'habitant, bah oui, mais là c'était forcé quoi. C'était tu n'as pas le choix, tu viens dormir chez nous et pendant la nuit, du coup, ils ont siphonné les 4x4, ils ont enlevé l'essence quoi. Donc c'était voilà ce qu'on appelle clairement une prise d'otage quoi. Donc Ouais, pas, nous on l'avait déjà vécu une fois en mode ah, voilà, on était bloqué sur les routes en mode au milieu du blocus, tu ne dois pas partir. Et là, franchement, on se sentait pas de passer une nuit en mode dire bon allez oui, juste pour voir le salaire, on va prendre le risque de se refaire prendre en otage. Et on savait que ça allait se passer comme ça, que si on nous reprenait en otage, c'était en mode ben, on vous ramène chez nous et on récupère ton essence et tu pars pas. Quoi. mhm, Donc voilà, nous, ça nous chauffait pas trop. ouais, Donc on a fait demi-tour pour notre sécurité. On s'est dit voilà, le salaire, il va pas bouger. On retournera le voir plus tard. Et une autre fois, c'est pas grave. Quoi. mhm, Donc voilà. Mais après, on va dans d'autres anecdotes d'expériences qui nous ont plu. Bah, la Malaisie, en fait, ça a été un pays assez surprenant. Parce qu'au début, quand on est arrivé, on n'a pas de suite accroché. Mais au final, on y a vécu des expériences vraiment super cool. En fait, on est allé, par exemple, faire un trek dans la jungle, dans une des plusieurs anciennes jungles du monde. C'est un peu genre la grande sœur de l'Amazonie, quoi. Et du coup, on est allé faire là-bas un trek, on est allé dormir dans une grotte, dans la jungle, tout ça. Donc ça, c'était vraiment une expérience super. Et c'est aussi là-bas qu'on a fait nos premières plongées, en fait. On a passé le PADI. Et du coup, on a fait, je sais pas, une vingtaine de plongées là-bas et c'était mais, trop génial. Ça, c'était, enfin, moi, c'était une grande découverte pour moi et aussi un challenge. J'avais quand même pas mal peur. Enfin, je suis pas quelqu'un qui sait qui va nager super loin, ouais, qui aime faire, enfin, je suis vraiment très nulle en apnée ou des choses comme ça. Donc, aller passer 45 minutes sous l'eau, c'est quelque chose qui me faisait quand même assez peur. Et ça, ouais, ça a été vraiment une expérience assez forte parce que moi, c'est vrai que déjà, ça a été un challenge personnel de le faire. Et ouais, c'est des beaux souvenirs parce que bah, c'est vrai qu'au final, c'était hyper agréable et que bah, voilà, petit à petit, on a pris nos marques dans ce pays-là. Et on a pris les deux grosses autres expériences qui étaient vraiment chouettes. C'était le nord du Vietnam. On a fait un petit road trip à moto. En fait, c'est une boucle de 4 jours. Et c'était trop fou, quoi. Enfin, bah, pareil, la moto, moi, c'est un truc que j'avais jamais fait, quasiment. Enfin, quand je dis moto, c'est genre des semi-autos, quoi, on va dire des petits scooters semi-automatiques, hein, c'est pas de la moto, pardon. Et du coup, en fait, ouais, c'était 3 4 jours totalement en autonomie. En fait, on avait laissé nos gros backpacks dans un hôtel. On avait fait un petit sac à dos pour 2 3 jours. Et on avait une boucle comme ça à faire avec des kilomètres. Donc, bon, avec pas forcément de réseau, donc vraiment avec un espèce de roadbook pour essayer de suivre et se retrouver dans des routes de montagne vietnamiennes. Et on a vu des paysages magnifiques et voilà cette sensation de road trip à 2 roues, c'était vraiment chouette. C'était vraiment encore plus la liberté du coup de dire bah, tous les jours je roule où je veux, je m'arrête à l'endroit où je veux, je dors, le lendemain je repars. Enfin, et ça nous a vraiment plu. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des road trips du coup dans le nord du Vietnam beaucoup plus longs. Et je pense que ça peut être une expérience, moi, que j'aimerais bien retenter. Je me dis, ça doit être. Déjà, sur 3 4 jours, on s'est régalé. Et vraiment, en plus, voilà, les paysages étaient incroyables. Donc, je pense que sur le plus long terme, faire un petit road trip à moto dans tout le nord du Vietnam, ça peut être une expérience vraiment sympa. Et la dernière, ouais, enfin, en tout cas, une des autres expériences qui a été vraiment chouette, bah, c'est quand notre famille, en fait, est venue nous rejoindre. Donc ça, il y a eu 2 cas en fait. Il y a eu une fois que c'était au Japon. Donc ça c'était vraiment trop bien. Enfin personne ne connaissait le Japon, donc du coup on a vraiment découvert cette culture qui est complètement folle quoi. Enfin le Japon. Enfin moi c'est un des pays où je me disais bon, c'était une escale parce que c'était le point le plus facile pour passer de l'Amérique du Sud après en Asie.
Et quand on est arrivé à Tokyo, bon voilà, moi j'attendais rien de particulier de cette ville et en fait, j'ai eu un vrai gros coup de cœur pour cette ville et pour avoir envie du coup de retourner dans ce pays-là. Vraiment, c'est vraiment le parfait mix en fait entre la tradition, la modernité, puis les Japonais qui ont cette politesse, cette considération pour l'autre, qui font super attention à tout. Enfin, c'est vraiment agréable en fait. Donc ça, c'était des expériences très chouettes en fait d'aller là-bas parce qu'en plus on est arrivé à un moment donné où il y avait un festival en fait. Et du coup, ils étaient tous en mode tenue traditionnelle. C'était un truc avec des processions, ils portaient des autels jusqu'à un temple, etc. Et enfin, du coup, nous, on s'y attendait pas, on n'avait pas capté. Alors, en fait, le premier jour, on descend dans la rue, en fait, d'un coup, on croise un mec en kimono, mais sans pantalon. Il avait juste un espèce de petit string en tissu, quoi, et des chaussures trop bizarres en tissu. On dit, mais où est-ce qu'on est tombé, quoi? Enfin, c'est quoi le délire? Et on comprenait pas pourquoi on croisait plein de mecs en kimono, mais à poil en dessous. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'était les tenues un peu traditionnelles du quartier. Et en fait, tout ce quartier-là avait son kimono avec une couleur et un signe derrière. Et du coup, en fait, on est tombé, on est arrivé pile en fait le jour où cette fête démarrait sur 3 4 jours, et où il y avait du coup des processions tous les jours, des fêtes, des choses comme ça. Où, du coup, on a vu les Japonais complètement bourrés, des choses comme ça. Donc, ça, c'était vraiment aussi surprenant, du coup. C'était une belle expérience aussi. Et l'autre moment où nos familles nous ont rejoints, c'était en Indonésie. Et on est allé en fait sur une petite, enfin pas petite, sur une île qui s'appelle la Sulawesi. En fait, c'est parce que là en Indonésie, je sais plus, il y a 60 000 îles ou un truc comme ça. Et la Sulawesi, c'est une île qui est au-dessus de Bali. En fait, il y a Bali qui est toute petite et au-dessus, il y a une grande île qui s'appelle la Sulawesi. Et nous, on y était déjà allé une première fois. C'est le premier voyage que j'ai fait en fait. Et en fait, on rêvait d'y retourner. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on retourne à cet endroit-là. C'était tellement beau. Et du coup, on a dit, bah, on aimerait vraiment emmener nos familles à cet endroit-là parce que c'était magique. Et donc, du coup, c'était un voyage qui nous a fait découvrir le pays Toraja. En fait, c'est une culture donc indonésienne qui est complètement, je sais pas, ancestrale, quoi. Ils sont vraiment, je sais pas, ils sont coupés du monde, ils sont dans un délire. Enfin, ils ont une tradition en fait qui perdure depuis vraiment longtemps dans leur mode de vie, qui est déjà la fabrication type de leur maison. En fait, c'est des maisons qui ont des longs toits comme ça en forme de bateau. Après, ils ont ce qui est connu chez eux, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont connus un peu pour leur rite funéraire. Et c'est une culture dans laquelle il y a beaucoup de sacrifices encore, en fait, pour les morts. Et bon, pour eux, par contre, le jour d'un enterrement, c'est une célébration. Et du coup, en fait, plus il y a de monde, au mieux c'est. Donc, du coup, en fait, ils invitent les touristes à y aller aussi. Et du coup, enfin, nous, on en a vécu une et c'est pas du tout comme c'est dans certains pays, un peu dans notre tourisme de masse, où c'est mis en situation pour toi. C'est-à-dire que non, non, eux, c'est vraiment leur culture, là encore maintenant, de vivre comme ça, de faire des sacrifices, des choses comme ça. Et de toi, juste venir y assister et d'être invité, en fait. Et du coup, voilà, c'est comme c'est pas prévu, tu sais jamais à quoi va ressembler la cérémonie. Est-ce que c'est la cérémonie d'une personne importante où du coup il y a beaucoup de sacrifices? Est-ce que c'est une plus petite cérémonie donc il y a moins de sacrifices, des choses comme ça? Donc ça c'est assez atypique et c'était une expérience intéressante. Et dans ce pays-là aussi, bah, du coup là, il y a beaucoup de rizières. On est parti faire un trek de 2 jours dans les rizières où on a dormi chez l'habitant du coup donc, dans une maison en fait traditionnelle. Donc ça, c'était vraiment génial parce que déjà, rien que le trek en soi, t'as croisé personne, quoi. Enfin, c'est un endroit où il y a vraiment pas de tourisme quasiment. Donc à chaque fois, c'est que des petits groupes qui arrivent, quoi, de 10 par 10 comme ça qui passent. Et nous voilà, on était un petit groupe de 5. Et ouais, voilà, c'était super agréable de se perdre dans un pays, de croiser aucun autre touriste, de juste croiser des locaux qui sont, voilà, qui sont en train de faire leur vie, ils sont en train dans les rizières, de s'occuper de leurs affaires. Et on est tombé par hasard sur un groupe qui était en train de préparer un mariage. Du coup, pour les mariages, en fait, il y avait plusieurs familles qui se rassemblaient pour construire une espèce de structure en bois qui va accueillir tous les gens justement du village qui viennent à ce mariage-là. Donc, du coup, dès qu'on les a croisés comme ça par hasard au milieu de la, de la forêt des rizières, bah, de suite, ils nous ont invités, on a bu un café avec eux. Ouais, c'était trop sympa. Donc ça, c'était vraiment des chouettes moments. Et du coup, voilà, le soir, on est arrivé et on a pu dormir bah, dans une maison traditionnelle.
toute la nuit. Donc ouais, c'était très, ouais, c'était vraiment un moment un peu hors du temps, quoi. On dit, ouais, j'ai vraiment vu une parenthèse de vie, ouais, assez belle. D'accord. Ouais, ça, c'est des beaux souvenirs. Ouais. Et est-ce que cette curiosité pour les paysages ou pour les gens, est-ce que tu l'as gardée maintenant en France? Est-ce que tu essayes de voir les choses avec un œil étranger? Mm. Ouais, ouais, dans le quotidien, je saurais pas dire, mais ça, comme j'ai dit un peu au début de l'interview, je pense que maintenant, ouais, il y a vraiment cette notion de dès que j'entends parler d'un pays, en tout cas, d'avoir la vision de dire, bah oui, en fait, c'est ça et ça se passe comme ça, et de vraiment sentir cette connexion humaine. Donc, ouais, j'essaie toujours maintenant de remettre les choses en contexte et de penser, en fait, à chaque instant, à tous ces moments que j'ai vécus, à toutes ces personnes que j'ai croisées, comment elles vivent et de dire ouais ben en France voilà ça va enfin du coup ouais de remettre les choses en contexte tout le temps et de dire ouais c'est vrai moi là pendant que je suis en train d'être là tranquille dans mon appart avec mon canapé Ikea ma petite table mon ordinateur tout ça tout confort et mon eau courante il y a des gens qui sont en train de vivre dans leur maison en forme de bateau au milieu d'une rizière avec pour salle de bain un seau d'eau et des toilettes à la turque quoi donc ouais, c'est oui, voilà, enfin sur ces choses-là du confort, mais aussi sur tout plein d'autres choses, de dire bah, que là peut-être, bah, voilà, c'était au mois de mai du coup qu'il y avait eu la célébration, de dire bah voilà peut-être qu'au mois de mai au Japon ils vont tous ressortir en mode kimono, tout ça, enfin voilà juste de toujours garder toutes ces images en tête et de dire bah en même temps que moi là maintenant ce que je suis en train de vivre, il y a plein de gens autour de moi qui sont en train de vivre plein d'autres choses différentes, chacun à leur façon, pas dans leur quotidien. Qui est complètement différent du mien en fait. Et ouais, du coup, ça m'aide en fait à garder ce regard sur les choses qui est un peu différent et ouais, de garder cette connexion. Donc, mm. D'accord. Et de façon un peu plus générale, est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui veulent voyager, faire un tour du monde ou vraiment voyager d'une manière dont ils n'ont pas l'habitude? Mm. Bah, je pense que ouais, quand on part sur un long voyage comme ça, on va forcément se découvrir en fait, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais fait de vraiment beaucoup voyager à l'étranger et de voyager sur le long terme. C'était vraiment la première fois que je partais aussi longtemps. Donc, bah, quelque part, on peut pas savoir à l'avance comment on va réagir. Donc, d'avoir conscience que ouais, on est vraiment en train de partir pour faire quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais testé et du coup de s'écouter vraiment et de ressentir tous les besoins en fait qu'on a à chaque instant, de dire bah là j'ai besoin de me reposer donc je m'arrête une semaine au même endroit. Là, enfin de vraiment être à l'écoute de ces choses-là et de pas juste dire voilà je pars en voyage et c'est parti. Enfin d'essayer d'en faire. Enfin moi je pense que d'être parti avec en même temps ce projet à développer à côté de projets pro où je me disais ouais bah, pendant un an j'ai envie de faire de la photo, de la vidéo comme je veux et après je sais qu'en rentrant j'ai un peu ce but de me dire bah, si je peux me lancer en freelance et continuer d'avoir des contrats qui parfois me permettront de voyager, de diversifier comme ça un peu mes activités, bah, ce serait cool. Et du coup, c'est vrai que quelque part, j'avais quand même un peu une vision aussi sur le long terme. De pas juste dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui partent, qui disent, ouais, je pars pendant un an. Donc, qui pendant le voyage aussi se rendent compte parfois qu'ils vont partir plus. Donc, peut-être que certains vont vouloir rentrer plus tôt aussi. Donc, parfois aussi de partir aussi avec une vision malgré tout sur le long terme, même si c'est vrai qu'on, tant qu'on n'est pas parti, on n'aime pas penser au retour. Mais ça peut être important, en fait, pour le retour, prévoir des projets, en fait. C'est Mhm. vrai que nous, ça nous a vraiment aidé. Je pense que de rentrer tout en sachant en fait plus ou moins ce qu'on allait faire et ce qu'on avait comme projet de développer qui continuait en fait de nous faire vivre une nouvelle aventure, ça a été vraiment chouette. Je pense que Mhm. si j'étais rentrée et que j'avais repris mon ancien appartement et mon ancien boulot, ça aurait été compliqué. Ouais. Ça aurait été compliqué. Donc, ouais, je pense qu'avant de partir, il faut vraiment potentiellement, enfin, sans l'organiser, on va juste ne serait-ce que se poser la question pour voilà, au moins se regarder les choses en face. Dire, je pars pendant un an. Si je tiens un an ou pas, hein, ça dépend. Hein. Bah, il y a aussi se laisser la possibilité de se dire que bah, non, si je veux rentrer, je vais rentrer. Et,
Et du coup, ouais, de quand même se poser la question du retour à un moment donné, de dire bah, qu'est-ce que j'aimerais faire à mon retour et de se servir du voyage comme outil pour y trouver la réponse en fait. Mhm. D'essayer de trouver, je pense que c'est important de donner un but à son voyage. Bien sûr que le voyage en soi nous apprend plein de choses, nous fait découvrir plein de choses, mais je pense qu'après, on peut aussi trouver le but pendant le voyage, hein. C'est aussi quelque chose qui peut arriver en rencontrant une personne, une association, en ayant un coup de cœur pour un lieu. Donc voilà, ça dépend de chacun, mais c'est vrai que je pense que de toujours avoir en tête au final ce voyage, tu le fais dans quel but, quoi. Est-ce Mhm. que je le fais justement comme un touriste parce que bah, justement je me dis voilà c'est juste une année sabbatique, je prends un an, je voyage et après quand je rentre je sais que j'ai mon appart et mon job qui m'attend. Ce qui est une option, hein, c'est parce que on a rencontré par exemple des couples où bah, justement notre ami me disait bah, moi en fait quand je rentre j'ai mon job qui m'attend et en fait je suis trop content parce que j'aime mon boulot en fait. Mhm. Donc ça peut être complètement ça en fait de dire bah voilà j'ai eu la chance de demander une année sabbatique, quand même deux d'ailleurs, ça faisait 2 ans qu'ils étaient en voyage. Et il y avait un patron super compréhensif. Et du coup, quand il est rentré, il a récupéré son boulot et il était trop content. Donc, ouais, je pense que c'est important d'avoir cette vision de pourquoi je pars et dans quel but. Et si je rentre, en tout cas, voilà, si je sais qu'en tout cas, je vais rentrer. Moi, je savais que j'allais rentrer. Je savais que je pensais pas, en tout cas, me connaissant et sachant justement les projets que j'avais professionnels qui me passionne, en fait, justement. Je savais que le voyage en soi ne serait pas un moment où je me dirais, bon, ben tiens, voilà, là, je m'arrête, puis finalement, je rentre pas. Enfin, je savais que par rapport à mon mode de vie d'avant et de ce que je veux faire là après, je savais que je rentrerais. Mhm. Donc, ouais, je pense que c'est important de se poser toutes ces questions-là et d'être honnête avec soi-même et de vraiment se poser la question, qu'est-ce que je veux, quoi. Et puis voilà, ça peut arriver qu'on n'ait pas la réponse avant de partir, c'est pas grave, mais de pendant le voyage, en tout cas, y revenir. De pas Mhm. juste voyager en fermant les yeux et en disant bon, je continue de voyager et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, forcément, il y aura le côté bah, quand même pratico-pratique de l'argent. Donc, bah, si tu veux faire de l'argent, bah, est-ce que je travaille dans un pays? Est-ce que est-ce que je prends un PVT? Enfin, ouais, à un moment donné, je pense de pas, de s'écouter et de se poser aussi des questions concrètes pour savoir pourquoi on fait tout ça et voilà. Mm. Mhm. Ouais. Et justement, bah, depuis que tu es rentrée, tu t'es lancée en freelance. Est-ce que tu veux parler de l'actualité un petit peu est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ouais. Euh, Bah ouais, comme je te disais, pour le retour, je pense que d'avoir ces projets pro, de dire, bah voilà, je veux me lancer en freelance, je veux bah voilà, faire de la création de sites web, je veux continuer de monter des projets qui vont me permettre de travailler dans le domaine du tourisme. Euh, En fait, ça a été tout un travail là pendant cette année de positionnement, en fait, parce que je me suis rendu compte que même si j'avais vécu plus ou moins en freelance ou en digital nomade pendant un an, je savais pas le faire, par contre, en France, en étant sédentaire, quoi. Donc, ça Mhm. demandait encore une fois une toute nouvelle logistique de s'adapter encore et de retrouver bah, les bons contacts, de s'établir, de monter un réseau, enfin, voilà, de se faire connaître comme étant bah, finalement en France, quoi, et de proposer mes services. Et ouais, pendant un an, je pense que j'ai eu vraiment besoin d'expérimenter encore différentes choses, parce qu'on a moi, en freelance, ben voilà, je me suis inscrite par exemple sur des plateformes ou des choses comme ça pour commencer à trouver des clients et de me rendre compte aussi que ben, rapidement sur ces plateformes, c'était pas le type de client encore que je recherchais qui s'y trouvait. Donc, je me suis dit, bon, ben, si je trouve pas des clients ici, il faut que je continue de chercher ailleurs ou trouver d'autres méthodes. Donc, ça a été tout un process au final pendant un an de comprendre ce que c'était d'être freelance en fait en France, de voir comment est-ce que je pouvais monter mon réseau ici, de trouver des solutions et du coup de réussir en fait à mettre en place ce processus que je voulais depuis le début, qui est de pouvoir créer un vrai lien avec mon client pour voilà créer vraiment un projet qui a du sens avec lui et de pas juste être une personne qui prend un peu tout et n'importe quoi comme projet juste pour gagner de l'argent et pour pouvoir avancer et dire bah ouais, c'est bon, je suis freelance, je vis, je gagne des sous, mais au final, ce que je fais me plaît toujours pas. Parce Mhm. qu'au début, si je suis partie finalement, c'est parce que ma manière de travailler me plaît pas. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en freelance, on peut rapidement se retrouver, si on fait pas gaffe, dans ce même système-là, en fait. Par exemple, c'est vrai que dans l'agence dans laquelle j'avais travaillé,
Donc, il y a eu un moment d'ennui, de gros ennuis, mais il y a aussi des moments où il y avait beaucoup trop à faire. Et par exemple, comme c'est la seule chose quelque part que je connaissais, pendant un temps, je me suis retrouvée à trop faire encore. Pourtant, j'étais freelance, je suis libre. Mais c'était encore moi, finalement, de me rendre compte que c'était encore moi qui me mettais une pression. De trop travailler, de trop faire, de dire ah, il faut que je fasse plein de choses. Donc ouais, il y a eu pendant un an là, toute une restructuration à faire, à avoir des prises de conscience sur comment je peux travailler pour trouver mon rythme et pour trouver, pour réussir en fait à comprendre comment je pouvais mettre en place ce système de travailler et de créer des liens avec les gens avec qui je voulais bosser. Donc du coup, un des premiers trucs qui nous a super bien aidé, c'est qu'on a participé au salon des blogueurs. C'est un salon sur lequel en fait il y a des offices du tourisme, des prestataires touristiques et des blogueurs voyage qui se rencontrent. Mais vraiment dans un mode, voilà, c'est pas comme le salon du voyage où tu y vas, il y a des présentations touristiques. Là, c'est vraiment du speed dating entre pros pour dire, bah voilà, moi je suis l'office du tourisme de telle ville, j'aimerais faire découvrir telle activité, etc. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Donc moi, je vais dire, bah, moi j'ai un blog voyage qui parle plutôt du tourisme durable et local. J'ai une audience qui est passionnée par le sport, la nature et qui est entre 25 et 35 ans. Est-ce que pour vous, ça va être une cible intéressante? Et du coup, on a commencé en fait, à mettre des projets comme ça en place. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours positifs en fait, pendant ce salon. Parce que comme en fait, pendant un an, on avait créé plein de choses sur le thème du voyage, qu'on avait commencé à avoir des partenariats, des collaborations là-dessus, on avait déjà quelque chose de concret. Et en plus, comme à la base, on vient quand même du milieu de la communication visuelle, on l'a de suite en fait présenté comme quelque chose de professionnel. C'était pas juste, oui, on fait ça, tu sais, juste par passion et pour dire, oui, voilà, j'essaye de gratter un petit truc gratuit. Genre, non, enfin, nous, c'est notre métier, on veut être payé pour ce qu'on fait, en fait. On veut être payé parce qu'on fait de la photo, on veut être payé parce qu'on fait du site web, on veut être payé parce qu'on va t'aider à créer une communication visuelle sur tes réseaux avec du contenu sympa. Donc non, nous, dès le début, on a posé ça comme un boulot pro et pas comme juste en mode, enfin voilà, comme une grosse opération un peu de communication visuelle et pas juste, bah oui, voilà, on est des blogueurs, on aimerait juste aller découvrir ton pays et voilà, si tu peux nous inviter, nous faire le voyage gratuit, c'est cool, quoi. Mmh. Et du coup, le fait qu'on ait eu cette posture-là dès le début, on est arrivé, on avait vraiment une vraie plaquette sur laquelle on présentait nos services, comment on travaillait, tout ça. Et ça a vachement plu aux offices du tourisme parce que du coup, eux aussi, c'est des professionnels. Les professionnels qui sont venus, c'est des gens souvent qui étaient en charge de la communication ou des réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc de suite, ça leur a parlé en fait parce qu'eux aussi, ils sont dans ce milieu-là. Donc ils se sont dit, ah oui, bah, eux, en fait, ils nous proposent vraiment des vrais services, on va dire. Enfin, pas que les autres ne proposent des faux services, mais je veux dire, avec une démarche, en tout cas, nous, on est des pros de ça, quoi. Mmh. On est vraiment, c'est nos métiers, quoi. C'est pas juste, c'est nos métiers et on veut en vivre. C'est pas juste, voilà, je suis infirmière, à côté, j'ai un blog voyage par passion. Et là, du coup, c'est une belle opportunité pour moi pour avoir quelques trucs gratuits. Mais où il n'y a pas d'enjeu au final financier parce que, à côté, c'est quelqu'un qui vit de son métier. Donc, c'est OK aussi. Mais c'est vrai que pour nous, c'est pas comme ça qu'on voulait que ça marche. On voulait vraiment vivre de ça, quoi. Mmh. Et du coup, grâce à ce salon, en fait, ça nous a permis d'avoir 2 premiers contrats, en fait, l'été qui a suivi. Et en plus, à côté, on a commencé à trouver des contrats de création de sites web et de projets aussi vidéo aussi, sans forcément la partie blogueur voyage, mais juste aussi le côté vidéo. On a travaillé avec 2 stations de ski, par exemple, qui voulaient mettre en avant leur activité pour l'été. Donc du coup, ouais, on a commencé petit à petit à dire, voilà, en fait, on peut trouver des clients que pour faire des sites web, on peut trouver des clients que dans le blogging voyage, on peut trouver des clients que pour faire de la vidéo ou que de la photo. Et voilà, petit à petit, en fait, ça nous a permis de comprendre tout ce qu'on pouvait offrir et comment le structurer. Et ne plus avoir peur aussi de se spécialiser, parce que c'est vrai que quand on est en freelance, il y a un gros enjeu où dès qu'on... Au début, en fait, on a envie d'être porte ouverte à tout. On a dit, ah bah oui, si je crée du site web, je vais faire pour tout le monde. Si je fais de la photo et de la vidéo, au pire, je peux faire du mariage ou des choses comme ça. Mmh. Euh, je dis au pire, c'est c'est juste parce que moi, ça me tentait pas dès le début de dire, ouais, je vais aller filmer des mariages. Enfin, c'est pas forcément le type de projet qui me... Pourquoi pas, ça peut être hyper créatif aussi, mais c'est vrai qu'en tout cas, je voulais pas faire ça par défaut. Me dire, allez, pour gagner de l'argent, je vais aller dans les secteurs où il y a déjà de la demande et où ça marche.
Et je voulais vraiment, bon, c'était du coup un peu un positionnement d'entêtement, hein, quelque part. J'ai pris des risques aussi financièrement pour dire, bah, non, je préfère dire non et ne pas aller dans les secteurs qui ne me plaisent pas, juste pour gagner des sous, en fait. Mmh. Et là, du coup, en fait, après toute cette année voilà, où on a pris nos repères, où on a commencé voilà, à avoir plein de retours positifs, des choses qui se mettent en place. Là, on vient de lancer notre nouveau site web, en fait, avec notre entité vraiment où on se dit un petit peu comme un clan, comme un petit binôme de freelance qui fonctionne un peu au final comme une mini agence de com, quoi, quelque part, parce que c'est vrai qu'à nous deux, ben, on fait plein de métiers, quoi. Vu qu'à la base, moi, je suis graphiste, qui est développeur, ben, on se complète, on peut faire des sites web comme on a fait du voyage, etc., qu'on fait un peu de la rédaction, mais que dans le blogging voyage. Après, je prétends pas être rédactrice web, par exemple. C'est pas mon métier, c'est pas ce que je veux faire non plus. Et après, à côté, voilà, ce côté photo, vidéo. Et du coup, là, on a vraiment créé ce site qui résume bien tout ça et où on se positionne vraiment que dans des domaines qui nous intéressent. Et où maintenant, du coup, on va pouvoir repartir en quête de nouveaux clients et de choses comme ça pour mettre en place des projets. OK. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu, à toutes mes questions. Je mettrai les liens de ton blog et de tes réseaux sociaux, sous la vidéo et Ça puis marche, avec plaisir. Et merci merci. beaucoup. Merci à toi.